La tenue soumise qui s'impose aux femmes encore aujourd'hui, comme l'ont montré nombre d'observateurs, tient en quelques impératifs. Au dos qu'il faut tenir droit, aux jambes qu'il ne faut pas écarter, au ventre qu'il faut rentrer, etc. Autant de postures qui sont chargées de signification morale. Tenir les jambes écartées est vulgaire, avoir un gros ventre atteste un manque de volonté, etc. Comme si la féminité se mesurait à l'art de se faire petite. Les femmes sont enfermées dans une sorte d'enclos invisible, limitant le territoire laissé au mouvement et au déplacement de leur corps, alors que les hommes prennent plus d'espace avec leur corps, surtout dans les espaces publics. Cette sorte de confinement symbolique est assurée pratiquement par leurs vêtements, qui a pour effet, autant que de dissimuler le corps, de le rappeler continuellement à l'ordre, la jupe remplissant une fonction tout à fait analogue à la soutane des prêtres, sans avoir besoin de rien prescrire ou interdire explicitement. Soit qu'ils contraignent de diverses manières les mouvements, comme les talons hauts ou le sac qui encombre constamment les mains, surtout la jupe qui empêche ou décourage toutes sortes d'activités, la course, diverses façons de s'asseoir, etc. Soit qu'ils ne l'autorisent qu'au prix de précautions constantes, comme chez ces jeunes femmes qui tirent sans cesse sur une jupe trop courte, s'efforcent de couvrir de leur avant-bras un décolleté trop ample, ou doivent faire de véritables acrobaties pour ramasser un objet en maintenant les jambes serrées. Ces manières de tenir le corps, très profondément associées à la tenue morale et à la retenue qui conviennent aux femmes, continuent à s'imposer à elles, comme malgré elles, même lorsqu'elles cessent d'être imposées par les vêtements. En un temps qui fut, qui est maintenant à jamais disparu, et bientôt sera de retour. Les petits points noirs qu'on aperçoit au loin sont des êtres humains, des ours ou des chiens. Ici, rien ne pousse pour rien, et c'est là que vivait un homme. Un homme si seul qu'au fil des ans, les larmes avaient creusé 2 abîmes sur ses joues. Un soir, il chassa après la tombée de la nuit, lorsqu'il arriva près d'un rocher. Il s'approcha doucement, en pagayant, et là, sur ce majestueux rocher, dansait un groupe de femmes, nues comme au jour de leur naissance. Et il resta à les regarder. Mais la solitude qui pesait sur sa poitrine, comme une dépouille humide, disparut soudain. Et presque sans savoir ce qu'il faisait, il bondit sur le rocher et déroba l'une des peaux de phoque qui se trouvait là. Il se dissimula derrière un affleurement et la fourra dans sa kingluck, sa parka. Bientôt, il entendit l'une des femmes crier quelque chose d'une voix qui était la plus belle qu'il eût jamais entendue. Maintenant, que faisaient les femmes ? Eh bien, elles revêtaient leur peau de phoque. Et une par une, les femmes phoques se glissaient dans la mer avec des petits cris de joie. Toutes, sauf une, la plus grande, qui cherchait sa peau de phoque en vain. Quelque chose
Il ne savait quoi encouragea l'homme. Il quitta l'abri du rocher et lança « Femme, sois mon épouse. Je suis un homme seul, si seul. Je ne peux être une épouse, car je suis de celles qui vivent Temekvanek en dessous. Sois mon épouse. Et dans cet été, je te rendrai ta peau de phoque. Et là, tu pourras partir ou rester, comme tu voudras. » La jeune fille phoque lui lança un long regard qui avait tout d'humain. Elle dit à regret : « Je viens avec toi, et dans cet été, il en sera décidé. » Ils eurent un enfant, qu'ils appelèrent Uruk, mais la peau de sa mère vint à se dessécher, desquama, puis se craquela. Ses paupières pelèrent, ses cheveux commencèrent à tomber. Elle devient nalouac, d'une pâleur mortelle. Elle perdit de ses rondeurs et tenta de dissimuler qu'elle boitait. Chaque jour, sans qu'elle le veuille, son regard devenait de plus en plus terne. Il en alla ainsi jusqu'à ce qu'un soir, l'enfant Uruk fut réveillé par des cris. C'était son père qui réprimandait sa mère. « Tu as caché ma peau de phoque il y a 7 longues années, et maintenant le 8e hiver arrive. Je veux qu'on me rende ce dont je suis faite. » Et toi, femme, si je te la rends, tu me quitteras. Je ne sais pas ce que je ferai. Tout ce que je sais, c'est que je dois avoir ce à quoi j'appartiens. Tu me laisseras alors sans épouse, et l'enfant sera sans mère. Tu es mauvaise. Il courut jusqu'à la falaise qui surplombait la mer. Il dégringola et buta tout en bas, sur un ballot. Il le déroula et le secoua. C'était la peau de phoque de sa mère. L'enfant porta la peau à son visage et respira son odeur. Et pendant qu'il faisait cela, l'âme de sa mère le traversa. L'enfant escalada la falaise et rentra chez lui en courant, la peau de phoque volant derrière lui. Il se laissa tomber sur le sol. Sa mère le releva, lui et la peau de phoque, fermant les yeux de gratitude, car l'un et l'autre étaient saufs. Elle enfila sa peau de phoque. Il était visible qu'elle voulait rester avec son enfant. Oui, elle le voulait. Mais quelque chose de plus ancien qu'elle, de plus ancien que le temps, l'appelait. Elle se tourna vers lui, et ses yeux étaient emplis d'un amour terrible. Après avoir maintes fois embrassé l'enfant, elle s'arracha à lui et se laissa glisser dans la mer. Puis, après un dernier regard, elle plongea sous la surface.